Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes sur le plateau de Face à l'Afrique. Face à l'Afrique, aujourd'hui, nous allons aborder les sujets sur la presse panafricaine. Est-elle une presse crédible en Europe et en outre-Atlantique? Pour le savoir, nous avons sur ce plateau deux confrères, consoeurs et confrères sur le plateau. À ma droite, Madame Rachel Kessenk. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste de formation, avoir collaboré avec plusieurs journaux en ligne, oui, et vous êtes également directrice, je ne sais pas si vous allez le dire, d'une chaîne, une nouvelle chaîne de sport qui se met en place, ça s'appelle Stade Afrique. Stade Afrique, effectivement. Stade Afrique, c'est quoi Stade Afrique pour vous? Stade Afrique, c'est justement la première chaîne des sports d'Afrique et c'est une chaîne 100% panafricaine. Alors, à ma gauche, bien sûr, Monsieur Kara Soli, vous êtes journaliste. Bonjour. Éditorialiste, directeur de rédaction de l'Afrique Nouvelle et également de la Zion TV. Oui. Très bien. Donc, vous faites de l'éditorial politique. Oui, tout à fait. Alors, comment ça se passe chez vous? Ça se passe bien, oui. En ce moment, l'actualité est riche un peu partout en Afrique, surtout en cette période électorale, voilà, dans certains pays. Dans certains pays. Alors, on veut rentrer dans le vif du sujet. C'est un pays, il y a 54 nations en Afrique. Et dans ces 54 nations, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui le numérique, avec l'atterrage qui, bien entendu, qui va couvrir toute l'Afrique. C'est une bonne chose, c'est une aubaine. Alors, pour vous, ça représente quoi? Une fenêtre vers l'extérieur? Oui, enfin, absolument. C'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique est plus utile qu'autre chose. Aujourd'hui, le numérique ne saurait être un luxe pour l'Afrique, parce qu'on a besoin justement de prendre le pas de la mondialisation qui se fait il y a déjà pas mal d'années. Et je pense qu'à ce niveau-là, justement, la presse africaine, elle est à saluer, parce que de nombreux médias, justement, de presse écrite traditionnelle ont pris le pas de cette émergence sur le numérique et publient aujourd'hui sur Internet. L'Internet, voilà, c'est ça dont il s'agit aujourd'hui. Monsieur Kara Soli, quand on voit le foisonnement, on voit toutes ces presses qui fleurissent. Alors pour vous, c'est une aubaine pour la démocratie, pour la liberté d'expression, ou c'est une tare? Aujourd'hui, on se trouve avec la presse aussi, qu'on appelle presse poubelle. Oui. C'est une aubaine, parce que l'avènement de cette presse, c'était dans les années 2000. Donc, dans les années 2000, il y a tout juste 15 ans, avec l'apparition d'Internet. Donc, cette presse nous est arrivée. Mais le boom a commencé dans les années 2010. Et donc, en Afrique, et surtout, et maintenant, cette presse, il y a quand même ses côtés positifs, mais aussi beaucoup de côtés négatifs que nous allons aborder également. Parce que, surtout pour la qualité, la quantité est là, mais la qualité n'est pas là, certainement. Croyez-vous qu'avec ce mélange des genres, on peut dire ainsi, donc un blogueur qui devient aujourd'hui, se réclame journaliste, avec sa fausse carte de presse fabriquée en arrière-maison, donc on peut dire qu'on a du boulot sur la plaine. Bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, s'interroger justement sur la crédibilité de la presse en ligne est d'une importance capitale parce que, comme vous l'avez dit, l'information sort un peu des canaux classiques puisque, justement, n'importe qui peut s'improviser journaliste ou peut s'improviser source d'information. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que c'est une question très cruciale, mais effectivement, on ne peut pas la trancher aussi facilement. Je pense qu'il y a matière à réflexion. Oui, alors on ne peut pas trancher facilement, donc il y a quand même des chiffres. On se trouve ici en France avec la presse panafricaine. La presse panafricaine, on le voit nulle part au niveau des grandes institutions, au niveau des grands rendez-vous. Il y a toujours des gens qui représentent en fait cette presse africaine qui sont, bien sûr, pardonnez-moi l'expression, des toubabs, des blancs, des occidentaux. Alors oui. Comment on peut voir ça? Donc on néglige en fait cette presse ou bien le mépris de l'Afrique qui revient encore, qu'on voit encore, ces mépris. Vous répondrez à cette question, bien sûr. Oui, tout à fait, Roger, tu as raison, parce que... Vous avez raison, bien sûr. D'abord, revenons en arrière
Et pour, par exemple, donc, les pays en Afrique, parce que ce sont les mêmes presses qui sont présentes ici en France, et leurs représentants, par exemple, d'abord les presses traditionnelles, ensuite, maintenant, comme les blogueurs qui sont devenus journalistes et qui ont créé leur site Internet. Donc, si, par exemple, comme vous dites des chiffres, et, par exemple, en Afrique, et le pays qui a plus de presse sur Internet, c'est l'Afrique du Sud. Donc avec 79 mégas en ligne, et parmi ces 79 mégas, il y a 29 mégas en radio et télévision. Donc, et directement suivi par la Côte d'Ivoire, qui a aussi 59 mégas en ligne, et dont 9 mégas radio et télévision. Donc, ce sont ces mêmes presses qui ont leurs représentants ici en France, donc qui s'ajoutent également à des blogueurs qui ont transformé leur blog en site internet et qui sont devenus malgré eux des journalistes. Donc maintenant, c'est sur ce point-là que nous voyons la qualité, parce que ce sont des gens qui ne sont pas formés pour devenir journalistes. Et maintenant, la course au scoop, par exemple, donc finalement, la qualité n'est pas présente et on publie tout et n'importe quoi. On peut dire n'importe quoi, c'est qu'on remarque d'ailleurs au niveau de la presse panafricaine. Il y a un ami français qui me disait, il prend le malin plaisir à regarder les blogs ou le portail des sites internet, sites informatifs, je dis, d'un ensemble, même politique, même aussi global, généralisé. Il se trouve qu'il y a beaucoup de fautes de français, de syntaxe, etc. C'est là où ça donne une très mauvaise image de cette presse. Ouais. Moi, à mon sens, on ne peut pas faire le procès aujourd'hui des blogueurs. Je pense qu'en tant que journaliste, on devrait commencer par faire notre propre procès, parce qu'à côté, justement, et au-delà des statistiques qui sont très bien et absolument parlants, je pense qu'au-delà, justement, de toutes ces entités qui se greffent à la production de l'information, il y a déjà un travail à faire. Il faut balayer devant notre cour, j'ai envie de dire, pour faire simple. Force est de constater aujourd'hui que tous les médias traditionnels, par exemple, vous avez cité le cas de certains pays, moi je parlerai du Cameroun, des médias, des quotidiens déjà d'information, ont aujourd'hui au moins chacun un site d'information. Mais malheureusement, ce site d'information est le reflet du format papier, du journal papier. Ce qui pose quand même un problème, parce que la publication en ligne obéit à d'autres normes qui ne sont... L'écriture pour le web est tout à fait différente de l'écriture classique. Donc aujourd'hui... Qu'on appelle le printing. Voilà, quand on parle de la crédibilité d'un média, c'est pas la véracité du média. La crédibilité, c'est justement le caractère de ce qui peut être cru. Est-ce que ces médias diffusent des informations qui peuvent être crues, voilà, même si elles ne sont pas vraies? Je dirais oui. Oui, ils sont crédibles. Est-ce que ces sources sont crédibles? On peut toujours se poser la question, oui ou non. Donc. Oui, non. Alors, est-ce que ça ne sert pas aujourd'hui? C'est qu'on remarque aujourd'hui, la télévision, enfin, les télévisions françaises, les institutions françaises, ce qu'on appelle la presse institutionnelle, copient un peu quelques informations qui viennent de blogueurs, où les blogueurs sont en direct avec l'action, avec l'événement oui. sur le terrain. C'est pas quelque chose qui devait marier ensemble, en fait, institutionnel et aussi non institutionnel. Oui, ça pour faire un mariage, oui, enfin oui. d'avoir quelque chose d'extraordinaire. Oui, je suis d'accord. Bon, ça peut se marier, mais s'il y a, par exemple, des recherches. Parce que là, on constate qu'avec la consoeur, ce qu'elle vient de dire, donc on ne fait pas le procès des blogueurs. Non. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que maintenant, il y a ce qu'on appelle du copier-coller, souvent. Donc, il n'y a pas de recherche, c'est-à-dire il n'y a pas d'enquête, de recherche. Chacun prend les informations où il peut et puis le met sur son site. Donc, du coup, les titres se ressemblent, les articles se ressemblent. Et s'il y a des erreurs, personne n'est là pour vérifier la véracité de ces informations. Donc, du coup, tout le monde s'embourbe dans ces erreurs ou même des fautes, comme a dit le confrère Roger. Donc, des fautes d'orthographe, de syntaxe. Et donc, maintenant, c'est vrai que la presse française aussi ne fait pas beaucoup d'efforts parce qu'ils prennent des informations des fois sur ces blogueurs et du coup, on les publie parce que c'est devenu une véritable course. Pour le scoop, pour celui qui va
qui va diffuser l'information le premier. Donc, du coup, il n'y a pas de recul pour ces informations-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est la profession dans son ensemble qui va, exact, qui a une mauvaise image. Alors, on regarde cette mauvaise image au niveau d'un rapport du Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères, où certains journalistes sont accrédités, ils sont inscrits. Il y a plus de 1300 journalistes africains, panafricains. Alors, sur les 1300 journalistes africains, il n'y en a que 5 qui sont, bien entendu, des correspondants. Comment on peut considérer cela? Une quinzaine du Maghreb, 5 de l'Afrique noire. Comment on peut expliquer? Ça, c'est les chiffres du oui, non, mais bien sûr. Mais après, le ministère de l'Intérieur a certainement sa politique. Des Affaires étrangères a certainement sa politique. Non, ce n'est pas la politique, c'est les inscriptions qu'on a. Enfin, quand je dis politique, politique ici, entendu stratégie. Oui, j'ai compris. Ils savent certainement pourquoi cet état des choses. Après, moi, j'estime qu'il ne nous revient pas forcément de commenter leur manière de procéder, même si effectivement on peut se dire qu'il pourrait en être autrement. Mais moi, j'aimerais, si vous me permettez, justement rebondir sur ce que le confrère a dit tantôt. Je pense voilà. Oui. Oui. Voilà. Je pense qu'on a une presse en ligne qui est crédible, c'est-à-dire qu'elle est susceptible d'être crue. Mais est-ce qu'elle est professionnelle? Là est la question. Et sur ce point, je dirais que non. Parce que justement, vous avez évoqué quelque chose qui est essentiel, c'est aujourd'hui, il y a en fait une sorte de duplication des contenus d'un site à un autre, mais qui obéit à quoi? Justement à un manque de modèle économique complètement. Les gens s'improvisent ou alors les gens se lancent dans une aventure journalistique sur le web sans les bases. Les bases, c'est quoi? Enfin, aujourd'hui, on peut se demander, est-ce que les sources sont crédibles? Est-ce que les contenus sont crédibles? Est-ce que, justement, le modèle économique est crédible? Ça, je pense que c'est une question. Alors, je vais rebondir par rapport à l'analyse de ma consoeur qui dit sur la crédibilité, en fait, de cette presse. Alors, est-ce qu'on peut dire les informations émanant d'AFP ou de Reuters, c'est des vraies informations ou ce n'est pas des informations manipulées que tout le monde utilise aujourd'hui? Oui, ça c'est un couteau à double tranchant. On peut dire que oui, d'une part, parce que ce sont des informations souvent qui viennent des États ou des institutions, donc on peut considérer que d'une part, des fois, c'est manipulé. Tout à fait. Mais aussi parce que ce sont des institutions tellement... Comme avec RFI, pardon, on n'est pas cité les noms. Oui, quand il s'agit de gérer des conflits en Afrique, il y a aussi la ligne éditoriale qui est dictée par des institutions ici, par définition, donc tout est biaisé. Oui. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, si vous voulez, c'est le même débat en fait. Aujourd'hui, c'est bien qu'on ait évoqué la ligne éditoriale, mais la ligne éditoriale de chaque média, chacun décide de la ligne éditoriale qui sera la sienne. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est justement que les médias africains prennent leurs responsabilités et peut-être prennent le parti de parler de la manière la plus positive qui soit. Oui, c'est-à-dire, moi je trouve que aujourd'hui, c'est malheureusement la logique économique qui prime sur la logique de l'information. Parce qu'aujourd'hui, les médias, surtout les médias africains, donc tout le monde court après comment on appelle les publicitaires et les annonceurs. Donc du coup, l'information est reléguée au second plan. Et finalement, on essaie d'attirer l'annonceur. Et donc, finalement, on ne donne pas des informations crédibles ou des informations qui peuvent aspirer confiance. Alors, aspirer confiance, quand on voit un blogueur en Afrique, donc il est au fait des informations, comment se fait-il qu'au lieu de balancer des informations qu'il trouve sur place, sur le terrain, il nous balance des informations via AFP, du copier-coller, ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, vous parlez aussi, on court auprès des annonceurs. Parlons des annonceurs, parlons aussi également de financement. Comment financent-ils ces blogs, ces sites Internet? Mais je pense que c'est là le nœud du problème. Beaucoup d'éditeurs de sites, beaucoup de promoteurs de sites n'ont pas de politique réelle et efficiente de financement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se retrouve à copier-coller des articles de d'autres sites, parce que finalement la préoccupation c'est quoi? N'oublions pas qu'il y a un attrait aussi, il y a un attrait de l'outil Internet. Il y a un attrait qui est assez fort.
Donc, plusieurs éditeurs qui se sont positionnés sur Internet, tout au moins quand on refait l'historique que vous avez très bien ébauché tout à l'heure, bah, l'ont fait porté par l'attrait d'un nouveau support. Oui. Absolument, oui. Donc, c'est ça. Parce Alors, que... les financements, où est-ce qu'on peut trouver? Au niveau des institutions, vous voulez, les institutions ne considèrent absolument pas, j'ai des études, ces gens de presse disent que voilà, ça ne sert à rien, même au niveau des institutions. On voit au niveau même de l'accréditation, à l'Élysée, dans les grandes institutions, au paquebot, c'est-à-dire au ministère de l'économie, Bercy, on voit les Africains nulle part. Oui. Ils sont là, il y a plein de sites qui flairissent. Comment on peut oui, dire, oui, je crois le baromètre par rapport à cela, comment on peut mettre les curseurs? On mettra les curseurs où? Oui, parce qu'ils ont des conditions draconiennes. Ça, je vous le dis. C'est-à-dire pour s'inscrire, par exemple, au Quai d'Orsay ou au ministère de la Défense, ou même à Matignon pour avoir son accréditation. Moi, j'ai mon accréditation au niveau de la mairie. Mais pour les autres institutions, alors là, il faut attendre longtemps et puis relancer plusieurs fois. Parce qu'ils ne remplissent pas les conditions, d'ailleurs. Voilà, c'est-à-dire que, non, il y en a qui remplissent les conditions, mais quand même, ils ont mis des conditions très, très draconiennes. Bon, déjà, il faut être, pour certains journalistes, il faut être embauché par une rédaction, avoir comme un salarié normal. Donc, avoir un contrat de travail et puis après, donc, présenter ça, une attestation de travail, et donc, pour avoir son accréditation. Et donc avec ces conditions-là, bon, beaucoup de personnes ne peuvent pas être accréditées parce qu'il y a des patrons de presse, oui. Oui, alors, patron de presse, on parle, le journaliste africain en France, qui a un confrère écrivait au niveau de ses manchettes, disait c'est les plumes de la galère. Les plumes de la galère, si on veut, mais maintenant ça dépend de quel point de vue on se place. Oui, du point de vue forcément de la rémunération, c'est vrai que les rémunérations ne sont pas forcément... Même au niveau de conditions de travail, vous êtes dans un coin de table avec la lampe de tempête et avec payé au coup de lance-pierre. J'ai envie de dire, après, voilà, on a la valeur qu'on se donne. Oui. Simplement, on a la valeur. Alors, quelle est la valeur qu'on se donne? Bah, justement, c'est d'abord la valeur de la rigueur envers soi-même, envers son travail, du professionnalisme, être carré, parce que malheureusement, beaucoup de confrères voilà, se bradent. Mais ils se bradent. Et pourquoi? Parce c'est vrai que le marché est tendu. Le marché est tendu, ça, on va pas le nier. Il faut faire chauffer la marmite. Voilà, mais si on se base sur ce type d'argument, il faut bien faire chauffer la marmite, bah, à ce moment-là, on est payé en monnaie de singe. Et on ne se plaint pas après. Monsieur Karassoli, alors, que pensez-vous de tout cela? Parce qu'on voit, le journaliste, on a fait une petite étude là-dessus. Cette étude marque clairement que pour être riche, il vaut mieux ne pas faire le journalisme. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est un vieux proverbe. Hein. Est-ce que c'est déjà la vocation du journaliste? Oui, voilà, exactement. Donc, justement, donc, bon, il y a même en France ici des journalistes, surtout dans le web, les journalistes qui font du travail à côté. Donc, ils font le journalisme comme passion. Donc, ça, quand même, ces gens-là, bon, je leur tire chapeau parce qu'ils aiment ce métier. Mais également, comme vous l'avez si bien dit, il faut quand même qu'il y ait de la rigueur. Il faut qu'il y ait du professionnalisme, il faut qu'il y ait de la rigueur. Et donc, dans ce cas, ce qu'il y a aussi, il faut qu'il y a bon, en tout cas, surtout comme il m'a dit qu'elle est camerounaise, en France ici, ce sont les Camerounais qui tiennent la corde sur la presse panafricaine. Ils sont plus nombreux parce que donc Africa 24, donc M. Lemalé, c'est un Camerounais et j'en cite d'autres, par exemple Télé Sud. Donc et là sur ce côté-là, oui, les Camerounais ils occupent bien le terrain. Mais je vais rebondir sur ça. Ouais. Pardonnez-moi de vous interrompre, je peux rebondir sur ça en disant que tiens, il y a la démocratie au Cameroun alors. Non, mais parce que quand on parle de la presse, forcément, quand on se lance dans la presse au Cameroun, elle est libre. Oui, la presse au Cameroun, elle est libre depuis pas mal d'années. Oui. Il y a une pluralité des médias, donc de ce point de vue, oui. Alors hier, j'ai écouté l'intervention du ministre de l'Information, disant clairement qu'on va commencer à sévir parce qu'on attaque gratuitement avec des presses en ligne des autorités d'autres nations. Donc il faudra sévir et réguler tout ça. Donc le désordre existe aussi là-bas. De toute façon, Internet n'échappe
n'échappe pas, ne devrait pas, en tout cas à mon sens, échapper à la régulation de l'État, parce que ça fait quand même partie aussi de ses missions régaliennes que de prévenir des incidents diplomatiques, de tout ça. Mais encore une fois, le mal, il est bien c'est à la racine qu'il faut le traiter. Parce qu'il en est de la presse traditionnelle comme il en est de la presse en ligne. Si on ne donne pas des canaux, j'aime pas trop parler de contrôle parce que ça fait un peu museler la presse et tout, mais si on ne donne pas des orientations claires, si on ne responsabilise pas les journalistes, on va vers des dérives. Et une fois qu'il y a des dérives, il faut sévir forcément. Qu'est-ce qu'on peut voir de ce qui se passe autour de cette presse poubelle, entre guillemets, ce que les gens disent? Parce qu'il y a tout le monde. Oui. Il y a tout et n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire déontologiquement? C'est-à-dire, il faut organiser, il faut encadrer, comme elle l'a dit, sans la museler, ça c'est sûr. Et, donc, parce que nous sommes tous ici d'accord pour la liberté de la presse, partout où la presse existe. Mais il faut quand même l'encadrer, c'est-à-dire que pour nous-mêmes, pour ceux qui travaillent dans la presse pour nous-mêmes, il faut que ça soit une presse crédible, que ça ne soit pas une presse poubelle, comme on le dit souvent. Donc, mais même la presse traditionnelle aussi s'est mise dans le net, et puis aussi agit malheureusement comme les autres. Parce que des fois, quand on vient dans une mode de loup, souvent on crie comme les loups. Donc la presse traditionnelle aussi se met dans cette course effrénée de l'audimat, de l'information. Donc du coup, elle perd aussi sa crédibilité. J'ai lu aussi le journal Jeune Afrique que nous connaissons tous, qui est notre référence ici en France. Mais, pour certains. Voilà. Mais il y a quand même des informations où c'est à la limite, franchement, pas trop de qualité. C'est pour ça que je dis pour certains. Voilà. Alors, on a bien compris que pas pour vous. Moi, je n'ai absolument rien dit. Mais alors, pour rester dans la déontologie, que faut-il faire alors? Il faut organiser, on ne le dira jamais assez, il faut organiser, il faut que chacun prenne ses responsabilités. On ne peut pas aujourd'hui, l'immédiateté que confère justement la publication en ligne, c'est un atout, je pense, à mon sens. C'est pas forcément une faiblesse. Il faut juste essayer d'en tirer le meilleur parti, justement pour que cette immédiateté ne se fasse pas au péril de la crédibilité, au péril, j'allais dire, de la fiabilité de l'information. Voilà. Alors, la fiabilité. Alors, quand on parle de la fiabilité, je reviens encore sur la fiabilité. On se trouve aidé, secondé aujourd'hui au niveau de la presse. Il y a un professeur de journalisme me disait, il a dit, vous savez, ces presses en ligne existent grâce aux réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, mais... Je dis pourquoi? Parce que quand on regarde le nombre en relation, des tags, des j'aime sur une page d'un site internet, on voit il y a 500 000, en réalité, c'est des bidons, ce n'est pas, pardonnez-moi l'expression, ce n'est pas du vrai, c'est parce qu'il faut l'alimenter tous les jours. Si vous n'alimentez pas votre site tous les jours, vous perdez les 3/4 de vos lecteurs tout de suite. Oui, non, mais alors, enfin, après, il faut bien... Voilà. Ce n'est pas vraiment une presse qui existe vraiment comme telle. Non, mais elle existe. En fait, après, il faut faire une différence entre les communautés qui, justement, s'expriment à travers des réseaux dits sociaux, parce que, justement, c'est des communautés sociales qui s'expriment, et la presse en ligne. La presse en ligne, elle existe bien. Il y a des adresses, il y a des sites qui existent indépendamment des réseaux sociaux. Après, mais ils sont secondés par les réseaux sociaux. Parce que... Les réseaux sociaux viennent en appui. Oui. En général, les réseaux sociaux, c'est des canaux supplémentaires de diffusion de l'information. Mais c'est vrai que ces sites-là, en tant que portail, ou, enfin, pour ne pas utiliser un terme trop technique, en tant qu'entité, existent. Elles sont adressées. Alors, il rajoutera, numériquement. Il enfoncera le clou en disant, si aujourd'hui Facebook venait à monétiser en fait ce qu'ils vont faire, d'ailleurs, eux, sont en train de passer vers le Facebook payant, ça va faire disparaître beaucoup de sites Internet. Après, c'est à voir.
Oui, parce que voilà, c'est son côté virtuel, comme on dit. C'est le côté virtuel, parce que c'est vrai, vous avez tout à fait raison que si, par exemple, on ne publie pas au bout d'une semaine, eh ben, donc il n'y a personne qui vient sur votre site. Tout à fait. On regarde au niveau de la courbe. Voilà, justement. Donc personne ne vient consulter votre site. Donc ça veut dire que c'est du virtuel. Peut-être que les données vont changer. Peut-être que les gens vont migrer de Facebook et iront directement voir sur les sites. Oui, et pourtant, il y a de la demande. Il y a de la demande parce que les gens sont soif d'informations. Il n'y a qu'à voir, par exemple, sur quand on se met réellement à écrire un article qui intéresse les gens, surtout sur le plan politique ou économique, souvent, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ces articles. Donc, grâce aux réseaux sociaux. Oui, grâce aux réseaux sociaux. Donc, c'est un support extraordinaire par rapport à ces sites. Oui, absolument, ça, on ne va pas le nier. Oui, mais, tout à fait. Mais je pense que l'existence des sites en eux-mêmes ne sont pas forcément tributaires des réseaux sociaux. Ils sont peut-être tributaires. Il y en a beaucoup qui sont tributaires. Oui, parce qu'ils mettent en avant le nombre oui, si on veut, mais je pense qu'aujourd'hui, par exemple, un journal comme, pour ne pas le citer, Le Monde, moi, personnellement, si sa page Facebook n'existait pas, je pense que Le Monde existerait quand même. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Quand on parle des institutions... Voilà. Je pense que le lien existe, il est réel. Ça, c'est une vieille presse. C'est une institution. Voilà, Le Monde, c'est une institution, mais je parle de presse en ligne, poubelle, entre guillemets. Parce qu'on le voit, la presse panafricaine. On voit celui qui se lève le matin, il s'est fabriqué un site internet, il devient un webmaster. Le lendemain, ce webmaster-là, il met des articles. Après, il va fabriquer dans l'arrière-maison sa carte de presse et on les voit. Comment on peut voir ça? J'en sais rien. Enfin, c'est vrai que c'est dramatique. Hein. On en rit, mais peut-être qu'on devrait en pleurer. C'est dramatique parce que ça porte un coup quand même à la profession. Aujourd'hui, le journalisme en ligne, c'est un journalisme qui peut être noble, c'est un journalisme utile parce que justement, qui supprime plusieurs canaux de diffusion. Maintenant, est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est un inconvénient? C'est à voir. Aujourd'hui, par exemple, pour avoir une information, vous savez vous-même les niveaux de lecture dans la presse traditionnelle, il faut passer par le journaliste qui lit, après peut-être qu'il se fait relire par le collègue, le secrétaire de rédaction, etc. Et donc, on perd un peu à l'instantanéité de l'information. Pour moi, c'est un atout. Oui, mais ça donne aussi la qualité. Donc, oui, bien sûr. Parce un article qui se fait lire par plusieurs personnes, surtout plusieurs personnes de qualité. Oui, donc, du coup, l'article est censé être crédible et de qualité. Oui. Mais maintenant, on balance assez rapidement pour montrer aux autres que, nous avons la primeur de l'information ou de la diffusion. Oui. Donc, du coup, souvent, c'est truffé de fautes ou bien l'information n'est pas crédible. Donc, du coup, le lecteur avale ça et voilà. Et donc, c'est ça. Donc, en conclusion, pour vous, donc c'est un avenir. On peut s'avancer dans ces domaines et évoluer plus tard. Oui, moi, je pense qu'aujourd'hui, la presse panafricaine en ligne est un gros chantier. C'est un gros chantier. Il faut vraiment passer un grand coup d'aspirateur. Un coup de serpillère derrière ne ferait pas de mal non plus. Je pense qu'il faut tout organiser. Il faut s'interroger aujourd'hui sur les modèles économiques qui nous permettent d'avoir des journalistes qualifiés, bien payés, oui, parce qu'on peut être très bien payé pour ce qu'on fait. Et voilà, pour avoir une information, les sources d'informations crédibles pour pouvoir donner une information fiable et être digne de confiance. Digne de confiance, alors la confiance. Les gens vont commencer à faire confiance à cette presse panafricaine de poubelle. Oui, quand je dis poubelle, c'est-à-dire oui, c'est caricatural, je sais. Mais quand il y a, c'est-à-dire quand il y a un cadre juridique, comme elle l'a dit. Donc, quand il y a un cadre juridique, quand c'est encadré, donc en ce moment-là, les gens feront confiance. Mais ça, c'est l'affaire des États. Ça, c'est, par exemple, les ministères de l'information dans les pays où il y en a. Et donc, ce sont eux qui doivent organiser cette presse aussi, comme ils ont organisé la presse traditionnelle. Donc, en ce moment, ils peuvent donner un cadre juridique, un cadre institutionnel, et comme ça, n'importe qui ne va pas s'improviser journaliste. Donc, en ce moment, la profession sortira grandie. Pour terminer, les agences de presse, on utilise toujours l'AFP, et quand l'AFP envoie des gens, c'est toujours les blancs, pas les noirs. Voilà, voilà, ça part de là, c'est un autre problème. Comment voulez-vous qu'on n'est jamais mieux servi que par soi, hein? Si vous laissez le soin aux autres de faire votre actualité, vous avez
l'actualité qui vous dessert en général. Depuis 20 ans, donc, cette question est sur la table. Honnêtement, que l'Afrique est sa source d'information. Donc, il y a eu des tentatives, par exemple, par Muammar Kadhafi. Il fut un temps, mais ça n'a pas abouti, malheureusement, parce que tout ça, c'est une question politique. Donc, les gens, chacun veut tirer la couverture en soi. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que soit c'est la profession elle-même qui met ça en place, c'est-à-dire les journalistes, ou bien c'est les États qui les aident. Mais il nous le faut. Chaque pays en a. Donc, l'agence TASS en Russie et AFP en France. Donc, il faut que l'Afrique aussi a son agence de presse où les journalistes peuvent prendre leur source d'information. Voilà. Merci, amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette belle émission en compagnie de Madame Rachel Kessing et également Monsieur Kera Sodi, tous deux journalistes de formation, je tiens bien à le préciser. Il faut aller dans les écoles de journalisme en France, à Paris, à Lille par exemple. Il y a une très très belle école de journalisme pour apprendre le métier, mais on ne s'improvise pas journaliste. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.